Le champ des possibles, présenté par Caroline Tapaz. Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode de cette série de 13 du champ des possibles. Alors on va bientôt commencer une nouvelle série en anglais cette fois-ci, ça vous fera l'occasion de pratiquer cette langue. Alors, la question que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui. Vous parlez beaucoup de communication, qu'il faut communiquer, dire ce qu'on ressent, ne pas attendre que les autres devinent, etc. Mais je n'y arrive pas. J'ai toujours peur de blesser les autres, alors je me tais. J'ai peur que parler n'envenime la situation, alors je garde tout pour moi. Comment vous faites ou comment faire pour sortir du silence, parler sans blesser ? Alors, cette question m'a déjà fait sourire, car si je suis capable de donner de bons conseils, enfin j'espère, sur la communication, je suis plutôt du genre faites ce que je dis et pas ce que je fais. Alors je sais combien il est difficile de parler avec certaines personnes ou dans certaines situations. Alors personnellement, je suis qualifiée de pipelette, surtout par mes nièces. Et pourtant, voilà, il y a quand même des situations sur lesquelles j'arrive pas forcément à bien communiquer, où je me terre dans mon silence, où je me tais, voilà. Donc voilà, il y a des personnes aussi où on sent qu'on est écouté, et puis d'autres, ça j'en ai déjà parlé, on sent tout de suite qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc ça sert à rien. On sait aussi qu'il y a des personnes qui sont très susceptibles, donc on ne sait jamais si on va les blesser ou pas. Voilà, dans certaines situations, de toute façon, quoi qu'on dise, on va les blesser, même en prenant des pincettes. Alors bon, c'est vrai que dans le doute, moi en tout cas, quand je connais pas suffisamment bien la personne, selon la situation, c'est vrai que je préfère souvent me taire, ou alors les mots ils sortent spontanément, et puis c'est rarement une réussite, j'avoue. Alors dans mon entourage aussi, on redoute mes emails de mise au point, car il paraît que j'ai un don pour toucher là où ça fait mal. Tu vois, en fait, ce que je peux surtout te dire, c'est que l'on ne peut jamais savoir comment la personne va interpréter notre message, mais le mieux, c'est quand même toujours de le dire avec une bonne intention. Du moment que tu as l'intention d'améliorer la situation et pas de l'empirer, déjà, tu sais que tu peux avoir ta conscience tranquille. Après, le reste, c'est vrai qu'on n'a pas de contrôle sur la manière dont la personne va interpréter les mots ou même l'intention. Mais tant que toi, tu sais que tu as une bonne intention au départ, tu n'as rien à te reprocher. Donc c'est vrai aussi que parfois, on dit que le silence est d'or. C'est vrai que parfois le silence est la meilleure solution. Parfois, il faut aussi laisser le temps. Laisser du temps pour que les choses se tassent, pour que les émotions s'estompent. Donc il y a un temps pour le silence et puis un temps pour la communication. Alors c'est là en fait qu'intervient le discernement. Alors il faut savoir à quel moment il faut parler et à quel moment il faut se taire. C'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, selon les situations, quand il y a trop d'émotions en tout cas, il vaut mieux laisser retomber les tensions, la pression, et pour ça le temps c'est quand même toujours bien. Alors, parce qu'il faut digérer les informations et il faut digérer les situations avant de pouvoir bien les aborder verbalement. Alors, en tout cas, avec certaines personnes, pas avec tous, mais justement, avec d'autres personnes, le fait de verbaliser et de s'exprimer va permettre de trouver les solutions. Donc, encore une fois, je dirais que le plus important, c'est la capacité d'adaptation. C'est ce qui va faire toute la différence. Savoir à qui on peut s'ouvrir et avec qui il est préférable de la fermer. Alors, mais en règle générale, ce n'est quand même jamais bon de tout garder pour soi. Et puis c'est là que les vrais amis sont importants. Ceux à qui on peut parler des choses qui nous tracassent et qui peuvent nous apporter une objectivité ou du recul, de la distance sur une situation et sans jugement. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît les vrais amis. Puis, il faut aussi savoir faire un choix, se demander qu'est-ce qui est le plus important. Prendre le risque de blesser une personne ou être blessé soi-même. Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis pour clore cette série donc de 13 épisodes, comme je vous l'avais promis, je vais vous parler du suicide impulsif. Alors j'ai reçu quand même beaucoup de questions par rapport à ça, puisqu'a priori c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on entend parler. Parce que quand on parle de suicide, en règle générale c'est associé à l'idée de la dépression. Alors que non, un suicide n'est pas forcément lié à une dépression. Alors c'est d'ailleurs assez agaçant
méconnaissance, ce manque d'information ou ce jugement automatique lorsqu'une personne se suicide, on dit qu'elle était dépressive. Et c'est injuste et faux. Alors je le sais parce que je peux justement en témoigner, car j'ai sauté d'une falaise, ça j'en ai déjà parlé, et alors là, je peux vous dire que déjà, d'une part, c'était certainement pas un appel au secours, comme certains qui avalent juste assez de cachets pour faire peur à leur entourage, mais pas assez pour mourir. Je n'ai jamais été dépressive, et 2 heures avant de me jeter de la falaise, ça je peux jurer que je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire. Et je peux aussi certifier que c'est la même chose qui est arrivée à ma mère lorsqu'elle est partie se noyer. Je lui ai parlé quelques heures avant et elle n'était pas du tout suicidaire ni dépressive. Ce n'était pas calculé. Et ça s'est passé sur une impulsion. Alors qu'est-ce qui crée cette impulsion? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à avoir une impulsion meurtrière? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un rush d'histamine. Alors, est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Eh bien non, pas forcément. Il y a des personnes qui sont plus sujettes à cela. Alors déjà, il faut avoir un terrain prédisposé. Alors comment est-ce qu'on reconnaît ces personnes qui ont un terrain prédisposé? Eh bien, il faut avoir un taux d'histamine plus élevé que la normale. Alors comment on le sait? Comment on le reconnaît? Il suffit de faire une prise de sang. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir repérer les personnes qui sont plus susceptibles d'être des victimes de ces rushs d'histamine. Alors ça ne veut pas dire qu'elles seront suicidaires, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette histamine. Alors quand on parle, d'ailleurs, quand je vous dis histamine, tout le monde ne connaît pas forcément le mot histamine. Par contre, si on dit antihistaminique, je suis sûre que tout le monde en a entendu parler, puisque les allergies, c'est quand même assez courant. Pratiquement tout le monde connaît quelqu'un qui a une allergie, que ce soit au pollen, à la poussière, aux poils d'animaux. C'est vraiment très courant. Et donc, qu'est-ce qu'on prend dans ces cas-là? Des antihistaminiques. Il faut donc faire une prise de sang pour repérer les personnes qui ont déjà un taux plus élevé que la normale, un taux plus élevé d'histamine. Ensuite, il faut comprendre comment ces rushs sont provoqués. Alors, le rush d'histamine agit en fonction des allergènes. Lorsqu'on est en présence d'éléments allergènes, comme les poils d'animaux, la poussière, le pollen ou d'autres choses, ça peut être des éléments chimiques, toxiques. Donc le taux d'histamine augmente dans le sang. Et l'histamine est également liée à la production de cellules inflammatoires qui s'appellent les cytokines. Donc plus on a d'histamine, plus on a de cytokines. Il a d'ailleurs été prouvé que la dépression était liée à une inflammation. Donc tout se tient. Mais ça ne veut pas dire non plus que tous ceux qui vont avoir un taux plus élevé d'histamine vont être dépressifs. Encore une fois, moi j'ai un taux justement d'histamine plus élevé, j'ai des maladies chroniques et inflammatoires, je n'ai jamais été dépressive. Donc il ne faut pas faire non plus les amalgames. Mais bon, donc tous ceux qui souffrent d'allergies savent bien, en tout cas, que le phénomène de production d'histamine est instantané. On ne le contrôle pas, ce n'est pas du tout dans notre tête, mais dès qu'on est en présence d'allergènes, le nez se met à couler, les yeux brûlent, on a du mal à respirer, on tousse, on éternue, on a du mal à la tête. Et ça, ce sont les signes classiques des allergies basiques, que quasiment tout le monde connaît. Mais l'histamine, comme je le disais, c'est beaucoup plus complexe. Alors il a été scientifiquement prouvé qu'elle avait aussi un lien avec des troubles du comportement, notamment les addictions. Et là, on arrive aux pulsions. Les addicts, justement, ils perdent le contrôle de leur volonté. Ils ont des pulsions, ils n'arrivent pas à se contrôler, que ce soit pour l'alcool, la drogue, la nourriture, le sexe. Et en fait, ils sont en recherche permanente d'hormones du plaisir pour contrebalancer la production élevée d'histamine. Puisque plus on a d'histamine, plus il faut sécréter de la sérotonine pour trouver un équilibre dans les neurotransmetteurs du cerveau. Alors que ce soit naturel ou artificiel, car la sérotonine, c'est justement un des composants des antidépresseurs. Alors la surproduction d'histamine entraîne le besoin de créer un processus que les scientifiques appellent le système de récompense. Alors quel est le rapport avec le suicide ? Il est très simple. Les allergènes ne sont pas seulement ceux dont on parle le plus couramment, comme ceux notamment que j'ai cités, mais
les mots ou certaines images qui feraient écho avec un traumatisme du passé peuvent avoir le même effet et provoquer ce fameux rush d'histamine qui peut aussi se traduire par une pulsion meurtrière. Alors, cette pulsion peut être meurtrière sur soi-même, mais aussi sur les autres, effectivement, puisque quelqu'un m'a posé la question. Alors, il est très important d'apprendre à déceler les mots auxquels nous sommes allergiques, que ce soit des mots ou des émotions d'ailleurs, qui vont être provoquées par des mots ou des images. Alors, il est vraiment crucial de les détecter pour pouvoir ensuite désactiver leur pouvoir. Alors il ne faut pas avoir peur de retourner dans son enfance pour retrouver des émotions très fortes, quelque chose qui nous a profondément blessés. Et ça, on va forcément trouver quelque chose qui nous a blessés. On a tous des traumatismes quelque part. Donc par exemple, je peux vous dire que je suis allergique au lait et je me souviens que lorsque j'étais petite, nous habitions avec ma famille près d'une fruitière. Alors c'est certainement un mot qui vous dit rien. Fruitière, ça n'a rien à voir avec les fruits en tout cas. Je crois que ça n'existe même plus aujourd'hui. En tout cas, c'est un truc de campagne. C'est l'endroit où nous allions directement chez le paysan acheter le lait. Alors je partais toute seule avec mon petit pot à lait en métal et puis j'arrivais à la fruitière et je me souviens que l'odeur me donnait la nausée. Alors déjà, rien que cette odeur, quand je m'approchais, je détestais ça. Je détestais vraiment cet endroit et en plus, je devais passer tous les jours devant pour aller à l'école. Mais il se trouve que le monsieur, le directeur, était amoureux de ma maman. Et à chaque fois qu'il me voyait, à chaque fois que j'allais chercher le lait, il me racontait des horreurs, mais des trucs vraiment abominables, comme genre le fait qu'il allait tuer mon père et puis m'enfermer dans le parc à chiens pour pouvoir être tout seul avec ma maman. Donc j'avais des visions d'horreur à chaque fois que je regardais le parc à chiens de chasse de mon père au fond du jardin. Je me voyais enfermée avec eux. Je regardais aussi les fusils de chasse de mon père en me demandant s'il saurait se défendre contre l'autre qui voulait le tuer. Alors, j'en faisais des cauchemars la nuit. Alors forcément, le lait me rendait malade. Et puis au bout d'un moment, ma mère a arrêté de m'envoyer en chercher. Mais je suis restée allergique au lait et je déteste toujours autant l'odeur car elle est directement reliée à cette mémoire traumatisante. Alors il faut savoir que la mémoire cellulaire surtout, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable la manière dont notre cerveau fonctionne. Alors je suis pas une neuroscientifique et je veux pas rentrer dans des détails non plus, c'est pas mon rôle et j'ai pas envie que ça soit trop compliqué, mais je vous conseille en tout cas de vous intéresser à ça, hein, tout ce qui est neurosciences et notamment le pouvoir de la mémoire cellulaire. En tout cas, je peux aussi vous dire que le jour où je suis partie pour me jeter de la falaise, donc j'avais absolument rien calculé, absolument pas prévu, j'étais même pas suicidaire, ma mère m'avait dit un mot qui m'avait notamment profondément blessée quelques années auparavant. Exactement 8 ans avant. Donc la première fois que je l'avais entendu, j'avais pas pu réagir, j'étais restée tétanisée, mais l'émotion était là. Et j'avais tout gardé pour moi. Et donc 8 ans plus tard, elle a redit ce mot et tout a ressurgi. Ça a fait un détonateur. Alors déjà, il y avait une dispute avec mon père, mais c'est ce mot, ça c'était le mot de trop. Donc j'ai découvert en fait plus tard, en faisant des recherches, notamment en faisant ces recherches sur l'histamine, que je me suis rendu compte que j'étais allergique à l'humiliation. Alors j'ai pu apprendre à contrôler ma façon de réagir, puisque l'humiliation, c'est directement lié à l'ego. Donc maintenant que je sais ça, j'ai pu désactiver le pouvoir des mots, notamment ce mot-là, qui me touche particulièrement. Bon, et puis ça c'était, je pense que c'est pas juste le mot, c'était ce mot dit par ma maman. Donc maintenant qu'elle n'est plus là, pour moi, ce mot n'est plus un danger, on va dire. Voilà, ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'il y a des mots qui agissent comme un détonateur. C'est comme si, donc quand on a un taux d'histamine plus élevé que la normale, que la moyenne, c'est un petit peu comme une sorte de bombe qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis voilà, il y a des choses qui vont agir comme des détonateurs. Et ces choses, ça peut être des images ou des mots, en plus des allergènes classiques, on va dire. Donc c'est vraiment comme si on avait une bombe dans la tête et puis tout d'un coup, boum, tout saute. Puis là, c'est le début de la fin parce que on n'a
plus justement de discernement entre le bien et le mal, on n'a plus de notion de danger, on est dans la pulsion, l'impulsion, donc on n'est plus dans la réflexion. J'arrive maintenant justement à contrôler mes réactions face à des situations humiliantes, mais bon, pas totalement puisqu'on ne peut pas tout contrôler. Alors la clé, comme toujours, c'est de trouver l'équilibre. Un contact avec un allergène et hop, il faut plus sécréter de la sérotonine, plus d'hormones du plaisir. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut enclencher le processus de récompense. Donc il faut se dire dans sa tête, non, je ne lui donnerai pas de pouvoir, non, cette émotion ne peut plus me détruire, elle ne m'atteint pas, elle ne m'atteint plus, elle ne peut plus me faire du mal. Alors comment faire pour prévenir les pulsions suicidaires ? Encore une fois, il faut déceler les détonateurs. Il faut déjà déterminer le taux d'histamine de la personne, s'il est plus élevé que la normale, donc elle sera plus à surveiller. Ensuite, il faudra faire très attention à son alimentation, son environnement, éviter au maximum tous les allergènes et lui donner encore plus de tendresse. Alors ça, c'est extrêmement important, puisque grâce à la tendresse, qui est quand même quelque chose, c'est assez naturel, on va dire, en tout cas c'est facile, la tendresse, ça se donne par des câlins, on se prend dans les bras, on se fait des petits bisous, donc en tant que parent, voilà, ça paraît quelque chose d'assez évident, mais donc ces personnes, si vous avez un enfant qui a un taux d'histamine plus élevé, sachez que votre enfant a besoin encore plus de tendresse. Notamment, il faut savoir qu'un câlin, ça peut faire toute la différence parce que on sécrète, c'est un peu comme les baisers aussi, on sécrète de l'oxytocine. Alors ça marche avec la sérotonine, en tout cas c'est une hormone du plaisir qui est très puissante. Donc c'est vrai que moi par exemple, si ma maman m'avait serré dans ses bras, au lieu de me laisser partir, si elle s'était excusée quand elle s'était rendue compte qu'elle m'avait quand même dit un mot qui était très très fort, je n'aurais pas eu cette pulsion suicidaire. Un câlin, un hug comme on dit, ça a des pouvoirs magiques, c'est vrai. Le fait d'être serré dans les bras, c'est presque aussi puissant qu'un baiser amoureux. Grâce à cette oxytocine qui est très très puissante. Il faut savoir quand même que notre corps est extraordinaire. Je pense que maintenant tout le monde sait, parce qu'on a tellement entendu qu'on utilise à peine 10% des capacités de notre cerveau. Il faut savoir que notre corps a des capacités d'auto-guérison, surtout grâce à ces hormones que l'on peut sécréter, notamment l'oxytocine, la sérotonine, la dopamine, voilà, toutes ces hormones du plaisir. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'un taux d'histamine trop élevé indique une personne à risque pour des addictions, des maladies chroniques inflammatoires, des pulsions suicidaires, voire meurtrières, en plus des allergies classiques. Donc le plus grand allié de ces personnes, c'est la sérotonine, l'oxytocine. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, comme je l'ai dit, c'est naturel et c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Alors, faites-vous plus de câlins. Et j'espère que j'ai été le plus clair possible en utilisant des mots simples, faciles à comprendre pour tous. Mais surtout, n'hésitez pas à me poser directement des questions à teamdivalia@the8note.org. Alors maintenant, comme je l'ai dit, je vais faire un petit break pour les podcasts. Mais nous commençons les séances de coaching gratuites par Skype. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie de votre confiance et à très bientôt. Gros bisous à tous.